L'ère victorienne, qui s'étendit de 1837 à 1901, se caractérisait par des normes sociales strictes et une moralité sévère qui influençait tous les aspects de la vie, en particulier en ce qui concerne le courtship et le mariage. Les hommes et les femmes suivaient un protocole rigide où tout contact physique, même le plus innocent, était fortement condamné. Le courtship était une danse de regards et de gestes calculés, et la moindre transgression pouvait entraîner un rejet social. Malgré la façade de vertu, la nuit de noces était, pour de nombreuses femmes, un moment rempli d'anxiété et de confusion. Le manque d'éducation sexuelle et l'absence d'informations sur l'intimité laissaient les mariés vulnérables à des expériences traumatisantes. Le cas d'Effie Gray, dont l'union avec John Ruskin fut annulée en raison de l'incapacité de consommer le mariage, illustre la dure réalité de cette ignorance. Les attentes sociales de pureté et la répression de tout désir ou besoin sexuel transformèrent le mariage en une institution marquée par la souffrance émotionnelle et physique pour de nombreuses femmes. Le marché du mariage victorien, statut et fortune. Pendant l'ère victorienne, le mariage était bien plus qu'un acte d'amour. Dans le contexte social et économique du XIXe siècle, particulièrement entre 1837 et 1901, le mariage était perçu comme une transaction fondamentale, un accord qui définissait non seulement le destin personnel des individus impliqués, mais influençait également les structures familiales, le statut social et la stabilité financière. Loin d'être un acte purement romantique, la vie conjugale était imprégnée d'une logique pragmatique qui privilégiait le bien-être économique, la sécurité sociale et la perpétuation de la famille au détriment des considérations émotionnelles. Dans une société avec des attentes sociales strictes, le courtship devenait un processus formel et calculé. La saison des débuts, pour les jeunes femmes, principalement à Londres, servait de vitrine sociale où les femmes étaient présentées à de potentiels maris. Lors de ces événements, tels que des bals et des dîners de haute société, les mères et les entremetteuses jouaient un rôle clé dans la recherche de mariages avantageux, tant sur le plan économique que social. Les relations se construisaient non seulement sur une attraction mutuelle, mais aussi sur les alliances stratégiques forgées entre les familles. Le mariage victorien était un acte légal aussi détaillé que toute transaction commerciale. Les dotations des femmes, souvent négociées minutieusement, étaient vues comme un élément essentiel de l'union. Ces dotations représentaient un capital tangible, un facteur décisif qui pouvait garantir la stabilité d'une famille ou, au contraire, ruiner les perspectives d'une femme. Le bien-être financier d'une femme dépendait non seulement de son caractère ou de sa capacité à susciter de l'affection, mais aussi de ce qu'elle apportait en termes d'héritage et de propriété. L'approche pragmatique du mariage était également soutenue par une série de manuels et de guides sociaux dictant les règles du courtship et de la vie conjugale. Des livres comme The Book of Household Management de Mrs. Beaton fournissaient des instructions détaillées sur la façon de se comporter lors des interactions sociales, comment évaluer un mari potentiel et comment naviguer dans les complexités de la vie conjugale. Ces textes, très populaires à l'époque, aidaient à modeler la conduite des femmes, les guidant non seulement dans les détails domestiques, mais aussi sur la manière de répondre aux normes sociales et économiques strictes imposées par la société victorienne. La chaperonne victorienne, gardienne de l'honneur et des normes sociales. Dans l'Angleterre victorienne, où la moralité et la réputation régnaient en maître, la chaperonne jouait un rôle crucial. Veiller au respect des normes sociales strictes et protéger les femmes des dangers du scandale. Cette figure discrète mais essentielle surveillait les interactions sociales et s'assurait que les jeunes femmes ne franchissent pas les limites imposées par la société. La chaperonne accompagnait non seulement les jeunes femmes lors d'événements sociaux tels que des bals et des sorties, mais servait aussi de bouclier protecteur contre tout comportement jugé inapproprié. Dans une société où le comportement public des femmes était constamment scruté, le moindre faux pas pouvait leur coûter leur réputation. Pour les jeunes débutantes, la présence d'une chaperonne était indispensable pour naviguer dans ce monde de conventions strictes. La figure de la chaperonne émergea en réponse à l'obsession victorienne pour la pureté et le décorum. Qu'elles soient des membres de la famille, des amis mariés ou des parents masculins, ces gardiennes sociales s'assuraient que les femmes respectaient les règles de conduite qui leur étaient imposées. Cette pratique se reflétait également dans la littérature de l'époque.
comme dans les œuvres de Jane Austen et d'Edith Wharton, où les chaperones servaient de modératrices morales. Ce rôle de vigilance non seulement protégeait les femmes, mais préservait également l'ordre social. Dans une société où la réputation était essentielle pour l'acceptation, la chaperonne garantissait que le comportement des femmes restait dans les limites établies. Sans leur présence, le risque de scandale était imminent. Bien qu'à la fin du XIXe siècle, le rôle de la chaperonne ait perdu de son importance à son apogée, il constituait un pilier fondamental des interactions sociales. Les chaperones n'étaient pas de simples observatrices, elles agissaient en tant que gardiennes de la moralité publique, s'assurant que les règles sociales de l'époque soient respectées et que les femmes se comportent selon les attentes strictes de leur époque. Le langage secret du courtship victorien, éventail, fleurs et désirs silencieux. Dans l'Angleterre victorienne, le courtship n'était pas simplement une danse de regards furtifs, mais un système complexe de règles tacites où chaque geste et objet pouvait transmettre ce que les mots osaient à peine exprimer. La société de l'époque était imprégnée de raffinement extrême, et dans ce contexte, le courtship devenait une chorégraphie de mouvements délicats et de gestes chargés de signification. À travers un protocole fin, les émotions les plus profondes étaient dissimulées dans un ballet silencieux d'éventail, de révérence et, avant tout, de fleurs, qui servaient de messages codés de désirs interdits et d'affections secrètes. L'un des éléments les plus emblématiques du courtship victorien était l'éventail. Loin de n'être qu'un accessoire pour se protéger de la chaleur, l'éventail dans la main d'une dame pouvait transmettre une large gamme d'émotions. Un éventail fermé tenu devant les yeux signalait des regrets ou des excuses. Un éventail ouvert et oscillant pouvait suggérer un intérêt ou, au contraire, un regard furtif à travers l'éventail pouvait indiquer un manque d'intérêt ou du dédain. Ce langage précis nécessitait une compréhension profonde des règles non écrites, et ceux qui échouaient à suivre ces conventions risquaient leur réputation ou d'être mal compris. De même, les gentlemen avaient leur propre série de mouvements et de rituels. La révérence, par exemple, n'était pas simplement un signe de tête, mais une manifestation de respect ou, dans certains cas, de désir. Même la profondeur de la révérence pouvait en changer la signification. Une légère révérence était un signe de courtoisie, mais une inclinaison plus marquée pouvait exprimer un intérêt romantique plus grand. Ces gestes étaient tellement institutionnalisés que des règles sur le comportement gentleman étaient compilées dans divers manuels, comme celui de Cecil Hartley, détaillant les normes de l'étiquette à suivre parfaitement pour éviter les scandales sociaux. Bien que ces codes puissent sembler rigides et même artificiels, ils formaient en réalité la base d'une forme de communication complexe et sophistiquée. Même les émotions les plus profondes, celles considérées comme inappropriées pour une expression ouverte par la société, étaient canalisées à travers ce langage élaboré de gestes. Les émotions les plus sincères étaient masquées par la surface de ces rituels, maintenant la composure et le décorum tout en délivrant un message clair à ceux qui pouvaient lire entre les lignes. Le langage des fleurs, connu sous le nom de floriographie, était une autre méthode fascinante d'expression clandestine dans le courtship victorien. Alors que la rose rouge était un symbole universel de l'amour, d'autres fleurs transmettaient des messages beaucoup plus nuancés et complexes. Par exemple, un bouquet de violettes pouvait exprimer la fidélité, tandis qu'une orchidée signifiait un amour rare et profond. Le lierre, symbole de fidélité, ou le romarin, représentant le souvenir, était utilisé pour envoyer des messages poétiques sans avoir besoin de mots. Dans un monde où la liberté d'expression était sévèrement restreinte par les conventions sociales, le langage floral offrait un refuge pour ceux qui souhaitaient communiquer leurs sentiments au-delà des contraintes de l'étiquette. La reine Victoria et le prince Albert, par exemple, s'échangeaient des tussie-mussie, de petits bouquets de fleurs dans le cadre de leur courtship, reflétant l'utilisation répandue des fleurs comme langage secret parmi les amants. L'art du courtship victorien à travers les lettres, les danses et le thé. C'est à travers les lettres, les danses et les thés de l'après-midi que les histoires d'amour les plus complexes étaient tissées, où les règles de l'étiquette et le désir personnel s'entrelacent dans une chorégraphie sociale précise. La lettre, à l'époque victorienne, était bien plus qu'un moyen de communication. Elle était le véhicule par lequel les sentiments d'amour, de désir et de désespoir pouvaient être exprimés sans risquer la réputation de l'expéditeur. Grâce à l'invention du penny post en 1840, qui permettait d'envoyer des lettres pour seulement un penny,
la communication épistolaire se développa et les jeunes amants trouvèrent dans la plume un moyen de courtiser sans exposition publique. Les conseils pour écrire des lettres romantiques étaient nombreux à l'époque. Des manuels comme The Polite Letter Writer de Lady Elizabeth Scott, 1850, enseignaient aux jeunes femmes l'importance d'équilibrer ouverture émotionnelle et prudence, veillant à ce qu'aucun sentiment exprimé ne puisse mener à un scandale. Les lettres d'amour suivaient un format très spécifique. Elles commençaient par des salutations formelles comme « ma chère mademoiselle » ou « honorable monsieur », puis se développaient en phrases élaborées qui, bien qu'elles ne soient pas excessivement directes, transmettaient subtilement l'affection de l'expéditeur. Des phrases comme « votre absence jette une ombre sur mes journées » ou « je me trouve irrésistiblement attiré par votre compagnie » permettaient au sentiment d'être compris sans enfreindre les normes sociales rigides. Certaines romances célèbres, comme celles des poètes Elizabeth Barrett et Robert Browning, illustrent le pouvoir des lettres pour nourrir un amour profond et confidentiel. En fait, les lettres de Browning sont considérées comme l'un des exemples les plus notables du courtship victorien, témoignant de la manière dont les mots écrits pouvaient forger une relation au milieu des restrictions sociales. L'acte de verrouiller les lettres, consistant à plier les lettres de manière complexe pour créer leur propre enveloppe, était une autre technique populaire de l'époque. Cette méthode élaborée protégeait non seulement les lettres d'être ouvertes sans permission, mais reflétait aussi l'importance de la confidentialité dans un environnement où les secrets personnels pouvaient facilement être exposés. Le bal victorien était la scène principale où les règles sociales et le désir se rencontraient. Lors de ces événements, la carte de danse jouait un rôle crucial. Ce n'était pas simplement une liste de partenaires de danse potentiels, mais une carte du courtship social, un outil qui dictait les interactions et les possibilités romantiques de la soirée. Chaque nom inscrit sur une carte de danse était une opportunité pour les jeunes femmes, sous les yeux vigilants de leur famille et de la société, de choisir avec qui partager ces moments d'interaction publique. Les danses victoriennes étaient des événements profondément structurés, et la carte de danse en était la clé de leur chorégraphie. Cette petite carte, crayon en main, permettait aux jeunes femmes d'attribuer des danses avec des gentlemen en fonction de l'importance sociale, du statut ou, dans certains cas, du désir personnel. Être inclus dans la carte de danse d'une dame était un honneur, une étape de plus pour potentiellement consolider une relation, voire, dans certains cas, accepter une proposition de mariage. La danse, avec ses divers pas, comme la valse, bien plus intime qu'un quadrille, servait de métaphore pour les jeux sociaux complexes, dictant les opportunités romantiques. L'importance de ce rituel était telle que même la reine Victoria, avant d'ascendre au trône, participa à ce jeu social avec son cousin, le prince Albert. Lors d'un bal en 1839, il est dit que le jeune prince observait attentivement la carte de danse de Victoria, notant avec qui elle dansait et comment la soirée se déroulait. Ainsi, le bal n'était pas seulement une occasion de divertissement, mais un acte de stratégie sociale. En plus des danses et des lettres, le thé de l'après-midi devint un autre cadre clé dans le rituel du courtship victorien. Inspiré par Anna, la duchesse de Bedford, qui introduisit cette tradition dans les années 1830, la cérémonie du thé se transforma en un espace intime, où les relations personnelles pouvaient être cultivées dans un environnement tranquille, moins public que le bal. Ici, les jeunes gentlemen pouvaient enfin approcher les dames sous le prétexte de partager une tasse de thé et s'engager dans des conversations plus profondes. L'étiquette de comportement lors de ces rencontres était stricte et détaillée. Des manuels comme The Book of Household Management d'Isabella Beaton donnaient des instructions précises sur le protocole à suivre. De la tenue vestimentaire appropriée à l'ordre de servir le thé, chaque aspect de la rencontre devait être en place. Pour les hommes, le thé de l'après-midi était une occasion de démontrer leurs compétences en matière de courtship, sans les contraintes physiques de la danse, mais tout aussi chargées de symbolisme. Les visites, ou appels, étaient un autre rituel social fondamental pour les couples avançant dans leur relation. Ces visites avaient souvent lieu à des moments précis de la journée, selon les normes de conduite appropriées, et les hommes devaient présenter leur carte de visite, un petit morceau de papier avec leur nom, comme signe de respect et de considération. Lors de ces visites, le couple pouvait passer un moment seul, loin de l'agitation des bals et des grandes réunions sociales. Cependant, comme pour les lettres et les danses,
Les visites étaient soumises aux strictes normes sociales régissant le comportement et l'engagement. L'alchimie des fiançailles victoriennes, amour, dot et diamants. Les fiançailles à l'époque victorienne n'étaient pas simplement un acte d'amour. Elles constituaient un contrat social et financier complexe reliant destin, famille et réputation. Dans un monde où les règles du courtship étaient dictées par des codes de conduite stricts, l'acte de se fiancer était un phénomène complexe qui entremêlait les émotions profondes et les exigences du statut social. Ce processus de transformation où l'amour se cristallisait en or, terres et prestige formait la pierre angulaire de l'institution du mariage victorien. Dans le tissu social de l'époque, la dot n'était pas simplement un cadeau de la famille de la mariée au marié, mais un élément essentiel de l'échange marital. En Angleterre victorienne, la dot était considérée comme un coffre d'actifs matériels, incluant souvent des terres, des propriétés et un revenu annuel, en faisant une considération économique fondamentale. Cette pratique avait évolué au fil des siècles, et au XIXe siècle, les familles des femmes fiancées étaient extrêmement méticuleuses dans la négociation des termes qui l'entouraient. Les contrats prénuptiaux, qui détaillaient les conditions de la dot et des accords financiers, étaient minutieusement rédigés pour garantir que le mariage soit à la fois une union personnelle et une transaction économique. Le journal de Samuel Pepys, datant du XVIIe siècle, mettait déjà en évidence l'importance des dots comme un facteur décisif dans la désirabilité d'une femme pour le mariage. Cependant, c'est au cours de l'ère victorienne que cet élément prit encore plus de complexité. Les dots ne représentèrent pas seulement la fortune de la mariée, mais signalaient également la stabilité financière et le statut social des deux familles impliquées. Au-delà des propriétés et de la richesse matérielle, le consentement parental, en particulier pour les femmes de la haute société, était une part cruciale de l'arrangement. La pression pour obtenir l'approbation des parents pour les fiançailles, et souvent pour le mariage lui-même, reflétait la manière dont l'amour était intrinsèquement lié aux attentes sociales. Le mariage n'unissait pas simplement deux individus, mais rassemblait deux familles, la dot servant de manifestation tangible de cette connexion. L'engagement de la reine Victoria et du prince Albert en 1839 marqua un tournant significatif dans l'histoire du courtship et du mariage royal. Victoria, qui détenait un pouvoir en tant que monarque, défia les conventions de l'époque en proposant elle-même le mariage. Plutôt que de suivre les traditions des grands bals ou des événements publics, la proposition eut lieu dans l'intimité du château de Windsor, rendant ce geste encore plus significatif. Cet acte modifia non seulement la dynamique du courtship royal, mais brisa aussi la tradition selon laquelle l'homme devait prendre l'initiative dans de tels moments. Bien que privé, l'engagement gagna rapidement en visibilité publique lorsque des journaux comme The Times annoncèrent l'union royale, solidifiant ainsi la nouvelle relation et élevant le couple à un niveau social encore plus élevé. Ainsi, les fiançailles n'étaient pas seulement le début d'une union personnelle, mais aussi une déclaration publique de statut, de pouvoir et de la validation des positions des deux parties dans la société. L'anneau de fiançailles est l'un des symboles les plus reconnaissables de la promesse maritale, mais son histoire dans le contexte victorien est marquée par le symbolisme et des changements significatifs dans l'industrie de la joaillerie. Bien que les diamants soient aujourd'hui considérés comme le standard des anneaux de fiançailles, ce n'était pas toujours le cas à l'époque victorienne. Lorsque le prince Albert proposa à la reine Victoria, il lui offrit une bague en forme de serpent, une figure symbolisant l'éternité. Ce choix avait une signification particulière, car la bague serpent représentait l'union durable, reflétant non seulement la profondeur de leur engagement, mais aussi une vision plus large de l'amour, au-delà du simple luxe. C'est à la fin du XIXe siècle, avec la découverte des mines de diamants en Afrique du Sud, que les diamants devinrent fermement associés à l'idée de l'amour éternel. Dans ce contexte, les entreprises de joaillerie, menées par des marques comme De Beers, commencèrent à promouvoir des campagnes de marketing liant les diamants aux engagements matrimoniaux. Cet effort marketing, couplé à l'augmentation de la disponibilité des diamants, cimenta le diamant comme le symbole incontesté de l'amour éternel, éclipsant même les choix plus symboliques comme le serpent. Une fois les termes des fiançailles acceptés, l'événement lui-même était célébré avec une formalité qui soulignait son importance sociale. Les cérémonies de fiançailles, bien que souvent de petites réunions familiales ou des déjeuners intimes,
pouvait aussi être l'occasion d'échanger des cadeaux symboliques d'une grande valeur sentimentale. Cela pouvait inclure des héritages familiaux, des livres de prières ou des médaillons contenant des portraits. De tels objets non seulement scellaient les fiançailles, mais acquéraient également une signification profonde, unissant les familles par un héritage tangible de promesses partagées. Les annonces de fiançailles dans des journaux comme The Morning Post et The Times jouaient un rôle crucial pour rendre le couple visible aux yeux de la société. Ces annonces publiques servaient de déclarations officielles de l'union, élevant le couple dans l'échelle sociale et consolidant leur place dans le complexe réseau des attentes sociales victoriennes. Amour silencieux, le labyrinthe romantique des désirs et de la moralité victorienne. L'amour victorien était présenté comme une danse soigneusement chorégraphiée, où la passion devait être contenue sous un voile de normes sociales et morales strictes. Les relations amoureuses, bien que profondément émotionnelles, étaient limitées par un ensemble complexe de règles tacites qui régissaient chaque geste, mot et regard. Le courtship n'était pas seulement une forme d'attraction, mais un champ de mine où la moindre erreur pouvait déclencher des scandales qui entachaient la réputation de ceux qui étaient impliqués, particulièrement des femmes. Dans ce contexte, l'amour n'était pas seulement un lien émotionnel, mais un terrain de jeu où les codes sociaux, la moralité et la réputation s'entremêlaient, formant un labyrinthe dans lequel les désirs humains étaient constamment réprimés et redirigés. La littérature de l'époque reflétait ces tensions. Des écrivaines comme Jane Austen offraient une représentation de l'amour qui, bien que idéalisée, n'était pas dénuée de conflits. Dans ses romans, le courtship se déroulait dans les limites des attentes sociales, mais laissait toujours entrevoir la lutte intérieure des personnages, tiraillés entre leurs désirs et les exigences extérieures de la société. Dans les histoires d'Austen, des personnages qui défiaient les normes, comme Mr. Darcy ou Elizabeth Bennet, étaient non seulement des figures romantiques, mais aussi des symboles de la résilience humaine face aux structures rigides de leur environnement. À l'opposé, les sœurs Brontë présentaient une version de l'amour beaucoup plus sombre et passionnée. La relation entre Heathcliff et Catherine dans Les Hauts de Hurlevent incarnait l'antithèse de l'idéalisation d'Austen. Ici, l'amour n'était pas simplement une attraction, mais une obsession qui transcendait les normes sociales et souvent les détruisait. L'amour entre les protagonistes de Brontë devenait une force destructrice, défiant les conventions morales et sociales, révélant les dangers d'un désir débridé. Ce récit contrastait fortement avec la douceur des comédies romantiques, ouvrant la porte à l'exploration de passions plus intenses et intrinsèquement périlleuses. Le contraste entre les perspectives d'Austen et celles des Brontë reflétait les tensions d'une époque où, bien que l'amour fût un idéal, il ne correspondait pas toujours aux moules établis. Tandis que les romances victoriennes célébraient souvent la vertu, le devoir et la retenue, il y avait aussi des expressions de désir qui échappaient aux frontières de la moralité. Les romans de George Eliot, tels que Middlemarch, dépeignaient sobrement et réalistiquement comment le mariage, censé être l'accomplissement de l'amour romantique, finissait souvent par étouffer l'individualité et la liberté. Dans Middlemarch, l'amour n'était pas seulement une aspiration, mais aussi une institution qui pouvait écraser les espoirs et les rêves de ceux qui étaient pris dans leurs propres décisions. Parallèlement, le phénomène des romans sérialisés capturait l'attention du public, créant une anticipation collective concernant le destin des personnages. Des œuvres comme Les Grandes Espérances de Charles Dickens, publiées par épisodes, devenaient une forme de romantisme de masse. Les lecteurs spéculèrent sur le sort de Pip et sa relation avec Estella, établissant une connexion émotionnelle qui transcendait les pages. Ces histoires, bien que fictives, offraient une avenue d'évasion et de réflexion sur les dilemmes de l'amour non partagé, de la passion inatteignable et des limitations des relations humaines. En dehors de la sphère littéraire, le langage du désir dans la vie quotidienne était également façonné par le besoin de subterfuge. Dans la société victorienne, l'amour était communiqué indirectement et symboliquement. L'utilisation des fleurs, le langage du éventail et même la manière de poser un gant sur la main devenaient des codes pour exprimer des sentiments qui ne pouvaient être dits à haute voix. Le simple acte d'échanger des regards ou de se toucher les mains pouvait porter des significations profondes, mettant en évidence la fragilité des relations romantiques dans un environnement de constante surveillance sociale. Sous cette surface de contrôle et de modération, cependant,
émergeaient des royaumes de l'amour qui défiaient les normes. Des écrivains et des artistes comme Oscar Wilde et les pré-raphaélites commencèrent à explorer les ombres de l'amour, poussant les émotions à leurs extrêmes. Wilde, dans ses œuvres, non seulement critiquait les restrictions sociales de son époque, mais abordait aussi des thèmes du désir homosexuel, qui étaient profondément subversifs à son époque. Avec son esprit acéré, Wilde devint un symbole de la lutte pour la liberté émotionnelle et sexuelle, défiant les normes morales rigides de la société victorienne. Dans les cercles intellectuels et bohèmes de l'époque, l'amour prit des formes plus libres et expérimentales. Les Molly Houses, lieux clandestins où les hommes homosexuels se retrouvaient, offraient un cadre pour explorer les dimensions de l'amour qui défiaient non seulement la moralité de l'époque, mais donnaient aussi une visibilité à une partie de la société forcée de rester cachée. Dans ces environnements souterrains, l'amour était un acte de résistance, un défi direct à l'hétéronormativité qui dominait la culture victorienne. Cet amour caché et souvent réprimé se reflétait aussi dans la vie de figures comme Catherine Dickens, dont la séparation publique d'avec Charles Dickens en 1858 fut un scandale qui brisa la façade de la vie familiale stable si valorisée par la société. Des événements comme ceux-ci révélaient la réalité derrière l'image polie de la vie domestique, démontrant que l'amour ne correspondait pas toujours aux attentes sociales et que les passions humaines et les désirs ne pouvaient pas toujours être contenus par les normes morales victoriennes. Entre l'ombre et la passion, la nuit de noces et les secrets dissimulés de la sexualité victorienne. À l'époque victorienne, les concepts de sexe et de la nuit de noces étaient profondément façonnés par des normes sociales strictes et des attentes morales rigides régissant la vie quotidienne. Bien que la société victorienne fût réputée pour son dévouement à la vertu et à la moralité, la sexualité était loin d'être simple. Elle était enveloppée dans un voile dense de répression, de tabous et souvent d'ignorance. Les actes sexuels au sein du mariage, en particulier lors de la nuit de noces, étaient marqués par l'attente que la femme soit pure et, dans de nombreux cas, une sorte de tabula rasa sexuelle. L'idée prévalente était que les femmes devaient être ignorantes ou innocentes des plaisirs charnels, et le sexe au sein du mariage était souvent vu comme un devoir plutôt qu'une source de plaisir, surtout pour les femmes. La nuit de noces victorienne était un événement chargé de symbolisme et d'attente, mais aussi d'anxiété et de mystère. Dans de nombreux cas, il ne s'agissait pas d'un moment de passion débridé, mais plutôt d'une formalité ritualisée dans laquelle les jeunes mariés engageaient un acte rarement discuté ouvertement. L'attente générale était que la mariée, qui était généralement vierge au moment du mariage, cède son honneur à son mari. Dans ce contexte, l'acte sexuel était perçu non seulement comme la consommation du mariage, mais aussi comme un acte de possession. Le mari réclamait sa femme, et la pénétration était souvent vue comme une transaction physique dans laquelle la virginité de la femme était conquise. Malgré les attentes morales, le sexe au sein des mariages victoriennes était souvent teinté d'anxiété, d'inconfort et d'ignorance. Les femmes étaient socialement conditionnées à réprimer leurs désirs et à voir le sexe comme un moyen de procréation plutôt que de plaisir. Le plaisir féminin était perçu avec suspicion et, dans de nombreux cas, complètement ignoré. L'idée qu'une femme puisse éprouver du plaisir sexuel était jugée inappropriée et même immorale. La médecine victorienne, fortement influencée par la moralité religieuse, ne se contentait pas de réprimer le désir sexuel féminin, mais le pathologisait également. L'hystérie féminine était ouvertement discutée comme une condition censée affecter les femmes présentant un désir excessif ou une passion sexuelle. Pour traiter ce prétendu trouble, certains médecins recommandaient des massages pelviens ou une stimulation manuelle, une pratique qui pourrait être considérée comme une forme primitive de masturbation médicale réalisée par des médecins dans leur cabinet. Pendant ce temps, les hommes, bien que tout autant soumis aux attentes sociales, avaient une plus grande liberté pour exprimer leurs désirs et remplir les rôles sexuels attendus dans le mariage. Les hommes étaient généralement censés initier l'activité sexuelle et étaient souvent encouragés à rechercher le plaisir dans la relation conjugale. Cependant, cela ne les exemptait pas des tabous sociaux, car ils étaient également soumis à la pression de se conformer aux idéaux victoriennes de respectabilité et de maîtrise de soi. Les actes sexuels au sein du mariage étaient également strictement réglementés par la loi, qui interdisait l'adultère et, dans certains cas,
même les relations sexuelles hors mariage. La moralité victorienne appliquait des lois strictes contre la sodomie, avec de sévères pénalités pour ceux qui violaient les normes sexuelles établies, en particulier en ce qui concerne les relations homosexuelles ou les pratiques sexuelles jugées non reproductives. La sexualité était étroitement liée à la reproduction, et les femmes étaient principalement perçues comme des reproductrices, responsables de mettre des enfants au monde, tandis que les hommes jouissaient d'une plus grande liberté pour explorer leur sexualité dans des limites légales. En plus de la moralité sociale, la censure sexuelle s'étendait à la littérature et aux médias. Les livres et les œuvres littéraires qui abordaient des thèmes sexuels ou des relations extra-conjugales étaient souvent censurés, et les discussions sur le sexe dans la société victorienne étaient extrêmement limitées. Ainsi, le sexe existait principalement dans la sphère privée, entouré de silence profond ou de rhétorique morale qui le présentait comme sale, dangereux, ou du moins, quelque chose à garder strictement dans la sphère privée. Les hommes étaient également influencés par des normes qui leur dérobaient la liberté d'explorer ouvertement leurs désirs. À l'époque victorienne, une masculinité rigide était souvent promue, mettant l'accent sur le contrôle total de soi et le détachement émotionnel. L'idée que les hommes devaient être forts et réservés conduisait souvent à de la frustration dans leurs relations sexuelles, surtout si leurs épouses ne répondaient pas aux attentes de désir ou de réactivité sexuelle. La frustration masculine trouvait parfois une issue dans la prostitution ou les bordels clandestins, où les hommes de la haute société cherchaient à satisfaire leurs désirs de manière furtive, les conventions sociales limitant leur liberté dans le cadre du mariage. La répression de la sexualité était une caractéristique de la société victorienne, mais elle n'était pas absolue. Si les hommes pouvaient chercher satisfaction dans la prostitution ou les relations extra-conjugales, les femmes étaient piégées dans un double standard. Elles étaient censées être pures et, au mieux, silencieuses à propos du sexe. Cependant, tout n'était pas répression. Dans des cercles moins normatifs ou des secteurs marginaux de la société, les désirs sexuels trouvaient une libération de l'oppression morale. Les cercles bohèmes, l'art et la littérature, bien que marginaux, servaient de débouchés pour ceux qui ne pouvaient pas se conformer aux attentes victoriennes, trouvant dans la sensualité ou ce que la société considérait comme pervers, une manière d'exprimer ce qui était caché. La nuit de noces, dans le contexte victorien, n'était pas simplement une formalité sociale, mais un champ de bataille où se heurtaient attentes publiques, croyances religieuses, anatomie et ignorance sexuelle. Malgré la répression et le contrôle, il existait à la fois des avenues publiques et privées d'évasion qui offraient des aperçus de transgression contre les strictes normes sexuelles de l'époque. La répression n'éliminait pas les désirs sexuels, elle les conduisait simplement dans les ombres, où ils se tissaient dans le silence, attendant d'être découverts.